Bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de J&J Podcast. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Alain Goyer. C'est le directeur des communications de l'Association de bras de fer du Québec. Puis, le sujet principal d'aujourd'hui, c'est l'impact des lockdowns et des restrictions durant le lockdown sur les athlètes du Québec. Pour moi, c'est sûr que j'ai eu la chance d'avoir un gym chez nous. Alors, vous deux, ça donnait quoi? Toi, je veux dire, étais-tu capable de t'entraîner chez toi? Ça a été assez difficile. Ça a été assez difficile. Mais quelqu'un qui veut peut. Tous les moyens sont bons. Si tu as quelques poids libres, c'est avantageux. Mais si tu n'as rien, C'est sûr, c'est différent. La pliométrie, Les personnes là. âgées qui s'entraînaient, moi, je trouvais ça vraiment triste pour eux. Tu sais, ils ont le cœur d'aller au gym, puis ils ne pouvaient plus vraiment s'entraîner. Fait que je trouvais ça quand même assez... tu sais, eux, ça veut pas dire qu'ils ont un gym chez eux, là. Fait que ça, je trouvais ça assez dramatique pour eux. Surtout les personnes âgées. Tu sais, nous, on est jeunes, nous, c'est pardonnable, là, tu sais. Mais il y a du monde que je pense que ça leur a causé des plus gros problèmes. c'est clair. Mais un squat à 315 livres, ça se faisait plus à la maison. T'avais pas là, ton rack. Ça allait très mal. Très mal. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un peu d'argent de côté, fait que je me suis bâti un petit gym qui est encore là dans ma salle d'invités. C'est sûr, pour moi, l'entraînement, c'est pour la santé mentale. En fait, c'est mon thérapeute, aller au gym. Donc, pour moi, c'était une nécessité juste pour survivre, surtout que dans le temps qu'il y avait un couvre-feu le soir. Là, ça, je l'ai trouvé assez élevé. Et honnêtement, j'ai trouvé ça un petit peu ridicule, comme si ça allait freiner la maladie de se coucher à 9 h, en fait, de ne plus sortir à 9 h le soir. Ça, c'est pour une nouvelle conversation, mais c'est sûr que ça a eu un impact pour les gens, surtout qui n'avaient pas, je pense, le budget ou bien la place pour s'acheter de l'équipement de gym. Et on ne parle pas souvent de ça, on parle souvent des gens qui s'entraînent, mais on côtoie tous des athlètes, des joueurs de football, des joueurs de hockey, tout ça. Ou des joueurs de tennis, comment tu fais pour faire ça? Surtout que ce que j'ai trouvé le plus ridicule pendant la pandémie, c'est qu'ils ferment les patinoires extérieures. Les patinoires extérieures, l'hiver. Mes frères, c'est des joueurs de hockey, ils ne pouvaient pas aller jouer au hockey, fait qu'ils ont trouvé ça difficile. Beaucoup de monde ont sombré parce que souvent les sportifs, le monde qui s'entraîne, on est tous d'accord que ça booste la dopamine, right? Définitivement. Quand tu vas faire un bras de fer, quand tu t'en vas t'entraîner, tu fais un PR au bench press, ça booste la dopamine x3, x4 des fois. Qu'est-ce qui fait ça aussi? La cocaïne, l'héroïne, Je sais pas. toutes les drogues. Écoute, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Les drogues, c'est quelque chose justement qui booste les récepteurs de dopamine. Puis je pense que ça a été nocif pour beaucoup d'athlètes qui n'avaient pas l'équipement ou ne pouvaient pas jouer. Souvent, il y a beaucoup de monde qui sont sombrés dans l'alcoolisme. J'en ai connu qui sont devenus alcooliques à cause de la pandémie. Et puis des drogues fortes aussi. Fait que j'ai trouvé ça assez triste. Je ne sais pas si on peut vraiment accuser la pandémie de tomber alcoolique ou encore là Je pense que c'est plus dans le caractère personnel de chacune des personnes. Tu sais, il y a des échappatoires. C'est sûr que faire la visualisation quand tu joues au tennis, c'est pas optimal. Mais de là à dire que les gens ont commencé à développer des problèmes psychologiques sévères à cause de la pandémie, ça peut avoir quelques liens, oui. Mais la consommation elle-même, c'est vraiment un trait de personnalité. Absolument, ça, t'as raison. C'est vraiment, c'est eux qu'il faut blâmer, non pas la pandémie elle-même, je crois. Oui, parce qu'au final, on a le choix. Exact. Même quand quelqu'un t'influence, tu as le choix. Tu as tout le temps le choix. Ça. Mais par contre, ton pas aussi, il est autant valide. Il y a du monde qui n'ont pas la force de caractère de peut-être s'ennuyer là. Fait que tu peux pas le blâmer sur la COVID, mais d'un autre côté, c'est un incitatif puissant. Oui. Aller moins bien, mettons. On se le cachera pas. Je pense que le point que je voulais apporter, c'est sûr que c'est toujours la responsabilité personnelle, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur la responsabilité personnelle, être discipliné, puis de pas succomber au peer pressure. Mais il y a du monde qui sont dans le sport parce que justement, c'est les recovered alcoholics, puis du monde qui ont déjà eu des problèmes, ou bien du monde qui ont tendance à avoir des problèmes de surconsommation, ou que ce soit du gambling, du monde qui sont dans l'excès souvent. Et souvent, ils utilisent le sport, l'entraînement et autres disciplines comme justement une façon de rester discipliné, comme une thérapie un peu. Fait que quand tu leur enlèves ça, on a beau dire que c'est leur faute à eux autres, mais c'est plus facile de retourner dans ces mauvaises habitudes-là. C'est une bonne façon de canaliser les mauvaises énergies que de faire de l'activité physique. On ne peut pas dire le contraire. D'enlever ça à la population, c'est ordinaire. C'est sûr que de m'empêcher de voyager... Ah oui, c'est vrai, ta compétition, je me peux pas nécessairement dire que ça a été plaisant. Là. Et de se conformer à des règles ou encore là... je sais pas. Personne n'a aimé ça. Ça n'a pas été facile pour personne. J'ai essayé de compenser autrement.
Mais comme vous l'avez dit, moi, mon dada, c'était le gym, là. J'ai été entraîneur à titre personnel pendant plus de 10 ans. C'était une habitude de m'entraîner un minimum de 5 fois par semaine. Quand je les représenté pour les Jeux du monde, c'était 2 fois par jour. C'était en moyenne là, une 20 heures par semaine minimum que je mettais. Et du jour au lendemain, et ça, tout ça comme ça, bon, il a fallu que je me réalise ailleurs. J'ai trouvé ça plate, vraiment plate. Et j'ai pensé aussi que c'était peut-être des mesures qui étaient excessives. Mais rendu là, je veux dire, c'est pas moi qui contrôle, donc j'ai essayé de faire le nécessaire. Écoute, moi, pendant la pandémie, je faisais partie, moi, ça me dérange pas de le dire, je faisais partie, selon TVA Nouvelles, de ce qu'on appelle les complotistes. J'ai été avec les truckers à Ottawa. J'ai fait plusieurs manifestations aussi. Je dis pas que la maladie n'existait pas, je dis pas que c'était pas réel, mais je pense que ça a été extrêmement très exagéré pour comme créer un certain contrôle sur la population. Et ceci dit, parce que je ne veux pas trop rentrer dans ces détails-là, parce que c'est plus l'impact que ça a eu sur les athlètes. Moi, étant un athlète personnellement, j'en ai connu beaucoup qui ont eu des répercussions mentales qui étaient vraiment, vraiment néfastes. C'est pour ça que j'ai amené la conversation. De mon côté, ça a été un petit peu moins pire, comme j'ai dit, à cause que bon, j'ai réussi à m'entraîner quand même. J'avais un gym. Si je pouvais aller dans un parc, des fois à Montréal, tu sais, j'ai amené mes haltères. J'ai quand même réussi à trouver, parce que selon moi, il n'y a pas vraiment d'excuse. Quand tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Et j'ai fait une vidéo justement sur Instagram qui parlait de ça. Quand tu es discipliné, exemple, tu t'en vas dans un shower, tu sais, avec du monde, puis tout le monde boit de l'alcool, puis toi, tu es la seule personne qui ne boit pas, tu sais. Tu vas te faire dire, bon, comment te prendre un drink? Non, juste ça. Non, je suis correct. Là, après ça, on va dire, comment, tu sais, c'est le shower avec ton meilleur ami. Vas-y, prends-le. Puis tu vas te le faire répéter, Il y a beaucoup de monde qui facilement succombe au peer pressure. Mais quand tu es discipliné, puis tu as vraiment un objectif en tête, puis tu es quelqu'un qui a une mentalité de béton, selon moi, tu es capable justement de ne pas succomber au peer pressure. Puis pendant la pandémie, ça a été un petit peu la même affaire parce que c'était beaucoup plus facile de rester chez toi puis de virer une brosse parce que tu n'avais rien à faire. Puis ça va avec le peer pressure. Tu sais. Est-ce que tu as une mentalité de béton ou est-ce que tu es plus faible puis tu vas rester dans cette partie-là de ta vie? Mais c'est ça. Moi, je pense que en tout et partout, ceux-là vraiment qui étaient vraiment dédiés à faire à ce qu'ils aiment, les athlètes, ont réussi à s'en sortir. Même ceux que nécessairement, bon, ils ne pouvaient pas parce que, je ne sais pas, les patinoires étaient fermées, on ne pouvait pas jouer au football. Ceux qui ont réussi à trouver peut-être un autre hobby, ben, pour vrai, je vous lève mon chapeau parce que c'est ça qu'il fallait faire pendant la COVID. Mais je comprends à quel point ça a été difficile et puis ça a été inefficace aussi, les mesures. Pour ma part, tu parlais de d'autres hobbies. Moi, ça a été le hiking. Ça a été, en fait, j'ai continué le gym chez nous parce que j'avais la chance de pouvoir le faire. J'ai invité des amis, etc. Alors, sinon, autre que ça, c'est sûr que ça m'a quand même affecté ou du moins, j'avais envie de comme faire d'autres affaires. C'est-à-dire, je ne pouvais plus aller au gym, mais j'avais envie de recommencer les arts martiaux. Mais il était fermé aussi. Évidemment. Fait que c'est une situation assez spéciale. Tu disais ça tantôt, puis je vais faire peut-être un léger parallèle avec ça. Je pensais à l'alcool, par exemple. Et quand quelqu'un consomme, souvent, ça va faire ressortir là, ses inhibitions ou ça va faire sortir ses côtés de personnalité, des fois qu'on ne voit peut-être pas nécessairement. C'est comme une personne qui est dépressive, lorsqu'elle boit, elle est souvent encore plus dépressive. Quelqu'un qui est de nature heureuse, lorsqu'elle boit, bien, un peu comme l'argent. Tu donnes de l'argent à une bonne personne, elle va être encore meilleure. Et si tu donnes de l'argent à une mauvaise personne, souvent, elle va être pire. Et quand je pense à la pandémie, c'est la même chose. Tu avais vraiment des gagnants dans la vie, comme tu as aussi des perdants. Alors, pour certaines personnes, ils ont trouvé le moyen d'aller faire des entraînements différents, du yoga, des étirements, faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, justement parce qu'ils étaient trop peut-être occupés avec la musculation ou avec le sport lui-même. Mais il y en a vraiment qui ont pris ça pour devenir encore des meilleurs athlètes, se focusser sur des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire auparavant ou différemment, alors qu'il y en a d'autres qui sont servis comme excuse de ça pour dire, bon, alors, je ne dirais jamais assez. C'est un beau parallèle que oui. Je pense vraiment que c'est ta personnalité qui fait toujours la différence. Il y a moyen d'en tirer du positif de ça. C'est important. Je pense que les personnes âgées qui n'ont pas la même opportunité de santé qu'on a. Le yoga, ça reste toujours bon. Je vous mets au défi de faire du yoga dans un endroit qui est très chaud. Lorsque vous montez la température, absolument. Votre cœur va fonctionner bien. Puis s'étirer, malgré trop, il y a trop d'athlètes qui ne le font pas. Alors, c'était vraiment une belle opportunité, une bonne occasion de changer certaines choses qu'on oubliait. Je pense encore une fois aux étirements, je pense au cardio, à toutes sortes de choses qu'on peut pratiquer et qui étaient praticables.
Sauf que, tu sais, c'est sûr que là, on parle peut-être des personnes âgées qui vivent chez eux puis qui sont libres, mais les personnes âgées en maison de retraite, eux autres, ils l'ont eu beaucoup plus difficile, par contre. J'imagine. Parce qu'eux autres, il y avait un certain contrôle sur eux autres. Leurs enfants, leurs petits-enfants ne pouvaient pas aller les voir entre certaines heures et certaines heures. Puis des fois, c'était juste pendant une certaine période de temps, pendant un mois de temps, on ne pouvait pas les voir du tout, du tout. Fait qu'il y en a beaucoup qui sont virés dépressifs. Et, j'ai ma grand-mère, moi, qui en fait, elle a été confinée dans sa chambre. Elle faisait de l'Alzheimer. Alors, tu la confines pendant une couple de mois à l'intérieur, à rien faire, ça dégrade instantanément. Alors, elle pouvait marcher, après ça, elle ne pouvait plus. Alors, c'est toutes des situations fâchantes de même que ça a pu créer que cette personne-là, en est impuissante parce qu'elle dépend de ce système-là. Écoute, mes condoléances en passant pour ta grand-mère. Tout à fait. Mais c'est un gros point majeur qui a été un gros problème pendant la pandémie. C'est la gestion en fait, la gestion des centres pour personnes âgées puis des CHSLD, je pense que ça a été un gros problème au Québec depuis avant ma naissance. Mais je pense que la COVID et les lockdowns ont juste prouvé à quel point notre système de santé avec les personnes âgées était inefficace. Tout à fait. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait aller longtemps là-dedans. Mais écoute, c'était triste à voir aussi pendant la COVID à quel point les gens sont tournés paranoïaques. Moi, peut-être tu as perdu ta grand-mère. J'ai perdu mon père. Pas de la COVID. Mon père est décédé du cancer en 2020. C'était au début des lockdowns. Mais à quel point il y a du monde qui sont juste pas venus à ses funérailles juste parce qu'ils avaient peur de voir d'autres personnes. Moi, j'ai trouvé ça incroyable à quel point l'empire médiatique avait un impact négatif sur les gens, à quel point les gens ont vécu dans la peur. Je pense qu'avant le podcast, on s'en est parlé beaucoup, que gérer les gens par la peur, c'est une vieille tactique qui date d'avant l'Empire romain. Et puis, on l'a vu, on a eu la preuve pendant la COVID que c'était très efficace. Et puis, on a encore des répercussions, je crois, aujourd'hui Il y a toujours des gens qui ont leur masque dans leur voiture. C'est vrai, totalement vrai. Oh boy. Mais la peur, c'est un gros problème de société. Je pense que ça dépend aussi. Tu parlais de caractère tantôt, de personnalité. Puis tout à fait. Mais on est tous des êtres humains, là. À la base, là, si je prends mon cas personnel, quand j'ai entendu le mot pandémie, quand j'ai entendu le mot mondial, que des centaines de milliers de personnes mouraient, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais connu ça. C'est comme la crise du verglas il y a de nombreuses années. Je ne sais pas si vous étiez né à cette époque-là, mais ça fait longtemps. Mais quand on a vécu ça, c'était une première. Alors, on a réagi différemment. On entend le mot pandémie, on entend le mot mort. J'allais gazer puis je me mettais des gants jusqu'à temps que je me rende compte que, hey, ça faisait aucun sens. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est assez, là. Personne qui meurt. Je suis pas plus malade. Ben écoute, je veux dire, moi quand j'étais petit, je me souviens que quand j'allais chez le docteur, mes parents, le docteur disait non, ma mère, elle dit c'est-tu normal, mettons, qu'il mette ses doigts dans sa bouche après avoir touché des bébites, est-ce que je devrais m'inquiéter, tu sais, quand tu es un bébé ou un enfant très très jeune. Mais tu sais, il dit non, au contraire, il bâtit des anticorps à force de faire ça. Donc il faut que tu le laisses justement bâtir ces anticorps, il faut qu'il soit en contact avec des bactéries, avec des virus, puis tout ça. Puis pendant la COVID, c'était le contraire. Fait que j'ai remarqué une chose après la pandémie. Après le soi-disant pandémie, parce qu'on s'entend qu'après la pandémie, les chiffres de COVID étaient aussi hauts, même plus hauts, mais l'empire médiatique a décidé quand est-ce que ça s'était terminé, aussitôt qu'il y a eu la guerre en Ukraine, parce que c'est un autre fear factor. Une autre discussion pour une autre fois, mais bref, moi je pense qu'on a vu après la pandémie beaucoup de gens tomber malades justement parce qu'ils n'ont pas été en contact avec les gens, puis aussitôt que les gens sont revenus au bureau, moi j'ai vu ça, là c'est le monde qui a commencé à pogner des rhumes à rien, 2-3 rhumes back-à-back, parce que leur système immunitaire était rendu plus faible. Pourquoi? Ben, ils ont mis des masques dans leur face pendant 3 ans, mettaient des gants, mettaient du Purell à tous les 5 secondes, ben, tu détruis tous tes anticorps. Et surtout de respirer constamment là, du gaz carbonique, parce que quelque chose d'en face, je pense pas que c'est bon pour aider à bâtir un système immunitaire efficace. Non, en effet, je pense pas du tout. Une question pour vous deux. Est-ce que vous pensez que, mettons, en étant un athlète, quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, justement, tu as un niveau de testostérone qui est un petit peu plus élevé à force d'être en santé, parce que plus que tu as un niveau de cortisol élevé, plus que ton niveau de testostérone est bas à la moyenne des gens. Là. Est-ce que vous avez remarqué, la plupart des athlètes, les hommes forts, les gens qui sont plus musclés, qui vivent moins dans la peur en général que les gens qui ne s'entraînent pas? Il y a une corrélation entre l'entraînement, le sport, et puis vivre dans la peur. Quelqu'un qui s'entraîne
forcément, j'aime dire que son système immunitaire, à la mesure où est-ce qu'il mange bien, qu'il se repose bien, qu'il altère, du moins pas qu'il altère, mais qui réussit à avoir de bonnes habitudes de vie, plus entraînement, j'imagine que le système immunitaire est beaucoup plus solide qu'une personne qui, elle, bien, il a des mauvaises habitudes, qui mange mal, qui fait pas d'exercice. Alors, je pense vraiment que les gens qui sont en forme ont plus de chances d'éviter des maladies cardiovasculaires ou encore là, des maladies dégénératives plutôt qu'une personne qui, elle, ben, s'alimente très mal. Et puis, c'est ma façon de voir les choses. Tu ne seras jamais perdant à être en forme ou être au sommet de ta forme. Je pense qu'il y a plus d'avantages d'être en forme que de ne pas l'être du tout. Ben, en fait, c'est prouvé que plus que tu as de masse musculaire et il y a aussi le VO2, si je ne me trompe pas, qui est plus que ton VO2 il est élevé, aussi ta masse musculaire, plus qu'elle est élevée, plus que tu vieillis, plus que tu as de chances de te rendre vieux. La masse musculaire est un des plus gros facteurs déterminants de l'âge à laquelle que tu vas vivre. En fait, oui, c'est exactement ça que je posais, mais en fait, ce qu'Alain vient de dire, ça fait du sens, dans le sens que quand ton système immunitaire est plus fort parce que tu es actif et parce que tu prends soin de toi, à la base, c'est sûr que tu as moins peur à cause que tu le sais qu'en bout de ligne, tu ne vas pas mourir. Les chances que tu meurs d'une maladie comme la COVID ou la grippe ou quelque chose comme ça sont beaucoup plus basses. Donc, c'est sûr qu'à cause de cette corrélation-là, tu as moins peur. Mais je pense qu'aussi le fait que quelqu'un qui s'entraîne fort et qui est discipliné, et puis qui traverse, il sait qu'il se lève le matin, puis qu'avant de commencer à travailler, bon, il faut qu'il aille au gym, il faut qu'il aille s'entraîner. Quelqu'un qui a travaillé fort là-dedans, on dirait que ça bâtit un esprit qui est un petit peu plus fort que la majorité des gens, ce que j'ai remarqué. Puis, ça fait, je pense, moi, c'est mon opinion, j'ai peut-être tort, mais je pense que ça fait en sorte que les gens qui sont plus en forme ont beaucoup moins peur parce que sont moins dans une mentalité de victime. Puis les gens, je trouve, qui sont dans une mentalité de victime, qui ne prennent pas responsabilité pour leurs actions, qui font de l'embonpoint, mais qui blâment la société pour leurs problèmes, puis tout ça. En général, dans ce que j'ai remarqué, selon mon observation, c'est les gens qui portaient le plus de masse tout seuls dans leur char, c'est les gens qui avaient le plus peur de qu'on tue grand-maman puis grand-papa si on ne faisait pas attention, on ne mettait pas du purel. Fait que c'est mon observation. J'ai peut-être tort, mais selon mon gut feeling, ça a un impact sur la santé. Ben, j'ai la même observation, en fait, à propos qu'une personne en santé qui va au gym, qui s'entraîne, de règle générale, moi, j'ai vu qu'elle avait moins peur à propos des restrictions, des lockdowns, whatever. Puis, une personne qui était peut-être moins en santé, ben, pas peut-être, mais qui était moins en santé, qui est en bon point, si je peux dire, règle générale, il y avait plus peur. C'était de quoi qui les alarmait plus. Peut-être que c'est simplement parce qu'inconsciemment, le cerveau s'en rend compte. Je sais pas. On parlait de physiquement qu'on va peut-être mieux s'en sortir avec le système immunitaire. Peut-être que le cerveau s'en rend compte que tu es moins en forme, puis ça développe de la peur. J'en ai aucune idée, mais oui, il y a une corrélation que moi j'ai observée, que tu as observée. Je sais pas si Alain a observé de quoi de similaire. Il y a bien des choses qu'on a vues durant cette pandémie. Bien des choses qu'on a vues. Mais je le répète, je le dis encore une fois, quelqu'un qui a un système immunitaire à toute épreuve parce qu'il mange bien, parce qu'il s'entraîne bien, parce qu'il prend soin de lui, puis qu'il a créé de bonnes habitudes de vie depuis de nombreuses années, est beaucoup moins à risque qu'une personne qui, elle, marche selon le fruit de sa propre convoitise. Et même psychologiquement parlant, on ne se le cachera pas, vous êtes deux gars qui sont entraînés, vous savez de quoi je parle. Juste au niveau de l'assurance psychologique, juste au niveau là, de la sérotonine, de l'endorphine, des drogues du bien-être que le corps produit. Il y a une différence lorsque tu t'entraînes et que tu ne t'entraînes pas. Puis même au niveau de l'assurance, encore une fois, même au niveau, là, je ne peux peut-être pas employer le mot peur, mais en soi. La confiance, toutes ces choses-là, ça t'habite quand tu t'entraînes. Et puis, on ne dit pas qu'on devient des super hommes, mais on devient beaucoup plus puissant, même psychologiquement, qu'une personne qui, elle. Petite parenthèse avant que Joël avait de quoi à dire. Pour le fun, ça fait combien de temps que tu n'as pas été malade? Malade? Très bonne question. Je dois tomber en moyenne, très malade, en moyenne 1 fois par 3 ans. En moyenne, pour dire que je prends un bon rhume, quelque chose, mais j'étais dans l'activité physique toute ma vie. C'est pas de quoi de récurrent. C'est pas de quoi que tu vas avoir 3 ou 4 fois par année que tu es malade, tu as des grosses, des gros problèmes respiratoires, moi non plus, moi ça fait même à peu près 4 ans exagéré, que j'ai pas 1 été fois malade par pour vrai. année, être malade, c'est assez. À part la touriste en voyage, je la compte pas celle-là. Je la compte pas celle-là. Alain, t'as quel âge déjà?
J'arrive bientôt à 50 ans, là. 48 exactement. Malade une fois ou 3 ans. Écoutez ça, là. Malade une fois par 3 ans, 50 ans. Ça, c'est pas une preuve comme quoi que l'entraînement fait des miracles sur ta santé. Je sais pas qu'est-ce qui est un miracle. Pour moi, là, Le c'est système impressionnant. immunitaire aussi aide énormément. Je fais un parallèle avec ça. Dès ma jeunesse, je viens de la 8e section rurale à Gonaïve, peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est un des endroits les plus pauvres qui sont au monde. Et quand on mangeait ce qu'on appelle des bonbons, ils étaient faits de terre et de glaise. Alors, de manger des choses, des fois, qui pourraient te rendre potentiellement malade, régulièrement d'être exposé aux bactéries, aux microbes. C'est comme j'ai une connaissance, je n'aurai pas son nom, il vient d'Afrique, il était nourri dans les containers, lui, il allait manger dans les containers plus jeune, là, parce qu'il n'y avait rien pour se nourrir. Ce gars-là, je ne l'ai jamais vu malade. Jamais, jamais. Quand tu avais ici, son système immunitaire était tellement fort que je ne l'ai jamais vu malade. Jamais. Puis il travaillait avec des produits qui étaient inimaginables, mais le système immunitaire, il est pour quelque chose. Et puis d'attraper des maladies, je pense que c'est important. Surtout que le corps les combatte d'elle-même, puis trouve une solution pour dire, hey, écoute, là, tu passes à travers, sans aide extérieure. Je pense que ça fait encore des personnes plus fortes. Je pense. Et je pense qu'on devrait amener aussi la conversation des compagnies pharmaceutiques, juste parce que pour les athlètes, c'est très nocif, dans le fond. Pas juste pour les athlètes, pour tout le monde, dans le fond, parce que eux autres, c'est une question d'argent plutôt que de bien-être. Quand tu regardes tout ce qu'ils ont poussé pendant la COVID, le vaccin, mais ils n'ont pas poussé le sport, ils n'ont pas poussé l'activité physique, ils n'ont pas poussé le fait de bien manger, mais ils ont poussé le vaccin. Est-ce que vraiment ils ont une conscience de... Ça, c'est sûr et certain que ça va faire réagir. Je vais te faire haïr. Je m'en calisse. Je vais te passer le micro dans 30 secondes, mais est-ce que notre gouvernement vraiment avait le bien-être pour nous autres en poussant un produit pharmaceutique plutôt qu'en poussant le sport, l'activité physique et de bien manger? Les fameux hot dogs. Pour les centres de vaccination. Un vaccin hot dog. Make sense. Make sense. Right. Un vaccin hot dog. Oh my God. Non, mais c'est bon, ils font bien pire. Exact. C'est ça. C'est clair. Tu ne peux pas savoir ils se mettent la bouche. Mais non! Eh boy, moi, je trouve ça toujours drôle, genre, mettons, quand quelqu'un, genre, tu sais ce qu'il fait, genre, mettons, sexuellement ou whatever, genre, ben, elle fait comme, c'est tombé à terre, je le veux pas, t'es comme, bitch, please. Je vais me faire haïr pour celle-là aussi. Oh boy. Eh boy, le but, c'est d'en parler, hein. Mais tu parlais de l'industrie pharmaceutique tantôt. Je vais faire attention aux mots que j'ai employés. Mais mon père, il me parlait souvent que l'honnêteté, là, c'est quand il n'y avait aucune divergence entre les pensées, entre les actions et puis entre les paroles. Quand ces trois choses-là là, vont dans un même sens, on peut dire qu'on a des gens qui sont intègres. Puis quand je regarde l'industrie pharmaceutique, je fais attention aux mots que j'emploie encore, mais de sortir des médicaments et même là, de résoudre des maladies, des fois j'ai l'impression que c'est pas payant. Mais de soulager les symptômes, de créer un abonnement chez un patient pendant des années pour qu'il te rachète des pilules mensuellement. Oxycodone, opioïdes, antidépresseurs, des fois, alors, Adderall. Puis, la pilule contraceptive, on peut aller loin là-dedans. Là, jusqu'à ce qu'on mange, jusqu'à ce qu'on boit, je veux dire, je pense que on est un business. Je pense. Quelle personne aujourd'hui n'a pas des traitements pour le cancer quand il est rendu à un certain âge? C'est rendu une maladie qui est vraiment populaire. C'est même la maladie du siècle, je pense, le cancer. Beaucoup de gens contractent ça, mais je regarde qu'est-ce qu'on mange, je regarde ce que le gouvernement permet qui se rendent dans nos assiettes, puis je n'aurai pas le nom de grands restaurants ou de grandes chaînes, mais juste au niveau de l'aluminium, qu'on voit même dans les déodorants, les hormones qui traînent dans l'eau, qu'on boit continuellement, le plomb, le chlore, le fluor, combien de produits toxiques fluoride juste dans l'eau qu'on avale, que le gouvernement permet que ça arrive dans nos assiettes, alors qu'il pourrait, en tout cas, je ne vais pas dire qu'est-ce qu'il y a à faire, c'est sûrement mieux que moi, mais il me semble qu'il y aurait façon d'aider la population à être peut-être en meilleure santé, autre que lui booster des... Peut-être. En fait, c'est prouvé, ils ont fait des tests sociologiques là-dessus, c'est prouvé qu'une fille qui est sur la pilule peut, exemple, la pilule, elle rencontre un homme, elle est vraiment attirée vers cette personne-là, elle tombe en relation, puis aussitôt qu'elle arrête de prendre la pilule, bizarrement, elle n'est plus attirée vers cette personne-là. Une fille qui prend la pilule peut être attirée vers un homme qui est plus féminin, aussitôt qu'elle arrête de prendre les pilules, puis ses hormones reviennent à la normale, bizarrement, maintenant, elle est plus attirée vers cette personne-là, puis elle est attirée vers un autre type de gars. Il faut une corrélation.
de ce que je viens de dire. Exactement. Fait que, bon, est-ce que c'est super santé de prendre la pilule pour une fille? Je veux pas vous dire de quoi faire, là. Mais c'est un sujet qui est quand même tabou. Mais si ça change ta personnalité complètement puis ton attirance envers un type de personne, ça peut causer des problèmes. Mais les problèmes aussi sur le long terme, on pourrait parler d'évolution rendu là. Si le système immunitaire est affecté, si le choix face à ton partenaire n'est pas le même que ce que l'humain a été conçu pour essayer de choisir, avec les phéromones, etc., ça, c'est altéré, je pense que ça peut avoir des dommages collatéraux à long terme aussi, mais bref. Alain, penses-tu que les hormones, que ce soit chez une femme ou chez un homme, ont un effet sur l'attirance que tu vas avoir envers une personne? Je m'y connais trop peu dans le domaine. Je sais seulement que les drogues sont des substances qui modifient les réactions de l'organisme. Et avec tout le nombre de noms, là, toutes les choses qui sont inscrites, qui sont même pas dans le tableau périodique, que je connais pas, là, tous les produits qui sont là-dedans, je me dis, si tu sais pas ce que tu consommes, si ça pousse pas dehors, si c'est pas naturel, à court, moyen, long terme, qu'est-ce que ça peut développer chez toi? Si t'en es pas sûr, moi je sais que si je mange du piment, j'aurais pas de problème. Mais prendre la pilule, prendre des hormones, je sais pas. Je dis, moi, c'est un volet qui me dépasse. J'encourage pas ça, honnêtement. J'encourage de prendre des choix, j'encourage l'abstinence, j'encourage bien des choses, mais de prendre des substances comme celle-ci qu'on ne connaît pas les effets secondaires. Je ne connais pas les statistiques non plus, mais je pense que les femmes ont peut-être plus de difficultés à tomber enceintes de nos jours qu'autrefois. Oui. Il doit y avoir des raisons. Il doit y avoir des raisons. Lesquelles, je les connais pas, je ne vais pas les connaître, mais prendre des choses que je ne connais pas, j'aime pas ça. Puis je parle pour moi. Moi, une femme ne prendrait pas la pilule, c'est pas un problème. Je vais faire ce qu'il faut. Je vais mettre un condom, puis... Exactement, un préservatif. Pour moi, ça ne me dérange pas. C'est loin, de loin vraiment pas que les hommes sont d'accord avec ce que je vais dire, mais moi, c'est mon opinion. Je suis prêt à faire ça parce que je trouve que ça fait aucun sens pour une femme de se faire subir qu'est-ce qu'elle subit avec ça. Puis ils se font subir ça d'eux-mêmes, au final, ils sentent une pression. C'est une pression médiatique qu'il n'y a pas nécessairement ailleurs partout dans le monde. Spécialement au Canada, ils poussent beaucoup ça. Mais bref, je pense que ça va être quoi ajouter. Ben justement, oh vas-y. Ah non, j'ai rien à dire. Non, écoute, dis que si on pousse ça, c'est parce qu'il y a une raison. Regarde-moi l'argent, tu comprends ce qui se passe. Mais j'ai remarqué une affaire aussi, c'est que, mettons, toi, tu as cette opinion-là parce que tu es une bonne personne fondamentalement. Et moi, c'est la même chose. Admettons, je préfère une fille qui ne prenne pas du tout d'hormones, puis je vais mettre un condom, puis c'est ça, puis je veux pas qu'elle scrape sa santé, puis je veux pas que son attirance envers moi change aussitôt qu'elle arrête de prendre des hormones. Mais il y a beaucoup d'hommes que je nommerai pas, mais j'en connais beaucoup. C'est un problème dans la société, les hommes qui ne prennent pas responsabilité pour leurs actions, puis qui vont donner presque un ordre à la femme de tu veux que tu prennes la pilule, je veux que tu prennes la pilule du lendemain, je veux que tu ailles te faire avorter. Tu sais, il y a trop d'hommes qui ne sont pas capables de prendre responsabilité pour leurs actions, puis qui se foutent aussi de ce que telle drogue peut apporter à une femme, puis qu'eux autres, dans le fond, c'est juste genre, c'est moi qui compte, si je veux venir dans toi, ben je vais venir, excuse-moi pour mon langage, mais je vais le faire, puis ça c'est un autre problème aussi, genre les hommes qui ne prennent pas la responsabilité, puis je pense que on peut faire une parenthèse avec l'entraînement parce que c'est plus rare du monde qui s'entraîne. Dans mon entourage à moi, là, dans les gens que je connais, que je côtoie, des gens qui sont comme ça, qui ne prennent pas responsabilité pour leurs actions. Mais c'est quand même un problème dans la société parce que je vais rencontrer une fille X, quoi que ce soit, puis elle va me raconter des histoires d'horreur qu'elle a vécues, ce que tel homme il a fait subir, puis je suis comme tabarnouche, tu sais, on peut faire mieux que ça, mettons, là. Absolument. Toi, c'est pas si compliqué dans ta relation, j'imagine. Nous, on parle de nous, notre présent à nous, là. Mais ouais, je pense qu'Alain, lui, c'est ça. C'est une autre génération. Puis, j'encourage pas. En tout cas, je vais faire attention dans les mots, encore une fois, que j'ai employés. Ça fait peut-être un peu primitif, appelez ça comme vous voulez, mais quand les personnes arrivent à une certaine étape de leur vie puis qu'ils sont prêtes à considérer que la personne qui est en face d'elle ou de lui est la bonne, c'est une chose. Mais en attendant, même avant le mariage, je peux me permettre, même si ça fait encore une fois un peu retardé, j'encourage pas ça. J'encourage pas ça. Prends une personne, prends tes responsabilités, reste avec elle toute ta vie, si c'est possible, du moins, tu comprends? Ouais, puis, absolument. il me semble que ça évite beaucoup de problèmes. Beaucoup. Mais aujourd'hui, on est dans une société où ce qu'on appelle le bien mal, le mal bien, puis on encourage toutes sortes de choses qui sont inimaginables. The grass is always greener elsewhere. C'est ça le problème qu'on Je regarde les réseaux sociaux, je regarde surtout la sexualité chez les jeunes, puis encore une fois, je fais attention aux mots, mais
C'est pas ce que c'était quand j'étais plus jeune, là. Moi, quand j'étais plus jeune, là, je fais des farces avec ça, mais on allait regarder des livres de Canadian Tire, puis on regardait là, la revue Sears, puis on voulait voir une femme là, en petite tenue. Il fallait mettre aussi, là, comme ça s'appelle, là, de la laine d'acier sur notre télévision pour écouter Emmanuel 5 ou Bleu Nuit, là, puis pas me faire pogner par mon père. Là. Je faisais attention, mais c'était difficile I'm old avant enough to know d'avoir Bleu accès Nuit, à by ces the way. choses-là. Là. C'était difficile d'avoir accès à la sexualité. Aujourd'hui, nos jeunes, je sais pas C'est avec quoi trop ils sont accessible. élevés, mais ils pèsent sur le mot sexe sur le téléphone. C'est très laid ce qui sort là. Là. Donc, l'image de la sexualité aujourd'hui, je ne dis pas nécessairement qu'elle est faussée, mais il y Savoir avait une les dommages personne. à long terme. Tu sais, on sait qu'un jeune de 12 ans va avoir vu plus de femmes nues à cet âge-là que le plus grand roi autrefois qu'il aurait pu avoir au cours de sa vie. C'est vrai. Là. Alors, je ne sais pas avec quel True modèle story. ils grandissent et qu'ils vivent, mais encore une fois, la sexualité, les pensées qui vont autour de ça, c'est de plus en plus erroné, puis de plus en Ouais, plus puis, vulgarisé. non, mais la porno, c'est prouvé que ça a un effet néfaste sur le cerveau humain. Ah, c'est clair. Ça crée des addictions, puis c'est peut-être de quoi aussi qui va devenir de plus en plus un problème avec toutes les générations qui s'en viennent. Ben, la pornographie, justement, comme la drogue, c'est quelque chose qui va, comment je peux dire, ça va saturer tes récepteurs de dopamine. Puis après ça, juste, mettons, regarder ce que du monde plus vieux, de ta génération, même ma génération, parce que moi, justement, j'ai connu Bleu Nuit comme toi. Là. Fait que, Un incontournable. Un incontournable. Mais tout ce que je veux dire, c'est que tu sais, normalement, genre, mettons, regarder un coucher de soleil en Gaspésie, normalement, ça fait ta dopamine, t'es comme wow. Mais du monde qui ont regardé trop de porno, justement, dès l'âge de 12 ans, puis tout ça, mais ils voient ça, puis ils ne le remarquent même pas, parce que leurs récepteurs de dopamine sont saturés, puis après ça, revenir dans la normale pour avoir un bon niveau de dopamine, juste courir, puis sentir un bon niveau de dopamine, parce qu'une faire 5 km, ça ne marche plus. Fait que c'est ça qui est plate dans la société. Moi, j'appelle ça la génération micro-ondes. Le monde, ils veulent tout avoir tout de suite parce que tout est accessible. Ça, c'est juste les gains. Juste les gains au gym. Tu vois, les jeunes de 17-18 ans, ils veulent commencer les stéroïdes tout de suite. Leur testostérone est dans leur pic. Leur libido est dans leur pic et ils scrapent leurs hormones dès le jeune âge. OK? Moi, je vais être honnête avec vous, je vais le dire devant la caméra, je m'en fous, là. Je suis pas naturel. J'ai commencé à prendre un remplacement de testostérone à 30 ans. Jamais avant ça, j'ai voulu toucher à quoi que ce soit. Ma testostérone était optimale, je voyais pas le point de ça. J'ai bâti ma shape de l'âge de 18 ans jusqu'à 30 ans naturellement. J'ai travaillé fort pour me rendre là. Puis quand je sentais genre que mes hormones commençaient à descendre puis tout ça, mais là, j'ai discuté avec un docteur puis je fais mes prises de sang régulièrement. Mais écoute, c'est triste ce que tu vois aujourd'hui. Puis là, je parle pas juste des jeunes qui veulent prendre des hormones. On parle des jeunes qui veulent justement, ils veulent pas attendre avant d'avoir une relation amoureuse, avant de faire l'amour. Ils veulent tout de suite regarder de la porno. Puis tout est facilement accessible. Puis là, on parle juste de l'Internet. Mais moi puis Joël, on a discuté de ChatGPT. Ça va devenir bien pire, là. Bien pire. Absolument. Ben, ChatGPT, c'est sûr qu'on ne peut pas relier ça directement au sujet qu'on vient d'aborder. Mais c'est sûr que ça pourrait être un autre sujet. Avoir tout cru dans le bec vite. Ah, oui. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Parce qu'il peut te donner l'information que tu veux, puis il va la donner relativement parfaitement. Génération micro-ondes, ça fonctionne pareil dans ce que je veux dire. C'est sûr que ça veut dire. La génération micro-ondes? Ben, de tout avoir tout cru dans le bec, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que le chat GPT, tu sais, mettons, tu vas être t'es un élève à l'école, puis genre, tu veux savoir quoi écrire dans ta dissertation ou quoi que ce soit, tu vas sur chat GPT, puis fais ta dissertation pour toi, là. Je sais pas si vous êtes au courant à quel point ça peut être nocif, là. Sans faute. Fait que justement, il y a des professeurs, c'est toi qui me disais ça, il y a des professeurs qui veulent même plus corriger les élèves aujourd'hui parce qu'ils savent que les élèves ils ont triché, sont allés sur ChatGPT, puis le ChatGPT a sorti leur dissertation. Tu vas juste écrire de quoi tu veux. Fait que tu sais, si tu veux donner un exemple de génération micro-ondes, ça, je pense que c'est l'exemple le plus extrême, puis c'est l'intelligence artificielle qui est un sujet qu'on va aborder probablement dans un autre podcast, mais je pense que ça, dans le fond, ça va juste amplifier le problème qu'on a fois 1000. C'est tellement intéressant parce qu'on peut tellement aller loin avec ça. Parce que l'intelligence artificielle, tu penses à ça, admettons que tu veux être une espèce multiplanétaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'Elon Musk veut faire, il veut coloniser Mars, il veut whatever, que ce soit plus loin que ça encore, c'est possible. Mais l'intelligence artificielle est de mise. C'est-à-dire le vaisseau, il ne va pas se piloter par un humain. Là. C'est un exemple que je donne, mais ça prend une intelligence artificielle pour pouvoir apprendre, pouvoir prendre des décisions plus optimales qu'un humain. Fait que ça a sa place. Mais savoir gérer ça avec notre société d'aujourd'hui, j'en ai aucune idée, en fait, comment y arriver. Bref, je pense qu'on peut terminer là-dessus pour ChatGPT parce que ça pourrait être un sujet pour une autre fois. En parlant de technologie comme ça, là, j'aime dire que je fais partie
sûrement de la dernière génération où est-ce que nos pères n'ont jamais joué aux jeux vidéo, puis ils n'ont jamais eu de Facebook, jamais eu de Messenger, ils n'ont jamais été avec ça. Puis la mentalité qu'ils nous ont laissée avec ça, je dis, c'est littéralement différent de celle là, qui m'a suivi. Là. Nos jeunes aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec les réseaux sociaux, avec ce que tu appelles la génération micro-ondes, c'est très inquiétant dans la direction où est-ce qu'il s'en va. Vous parliez tantôt là, de stéroïdes, ces choses-là, ci, ça, puis combien de jeunes j'ai rencontrés dans mon bureau qui ne comprenaient pas comment les stéroïdes, ça fonctionnait, et puis moi, j'avais une définition très, très simple pour ça, et puis c'est toujours la même que je rappelle aujourd'hui. Je rencontre un athlète de haut niveau qui consomme parce qu'il va faire des millions de dollars dans son sport professionnel. Ça fait 10 ans, 15 ans que le gars il pratique son sport, puis il me dit « Alain, est-ce que je devrais? Tu penses, il me manque ça, puis je passe au niveau pro. » Je dirais « Fais-le. Gagner des millions, tu comprends, pour faire quelque chose que j'aime, et puis d'être suivi par des médecins, d'être contrôlé, je serais pareil. » Mais quand je vois des jeunes, ta génération micro-ondes dont tu appelles, qui veulent t'avoir ça tout de suite parce qu'ils veulent plaire aux femmes, ils n'ont pas trop confiance en eux, tu sais, ils veulent avoir des gains rapides, tu comprends, et surtout, ils veulent tricher, là, tu sais, avoir ça là, plus facilement. Ils manquent de confiance et ils vont avoir plus de... Tu sais, c'est pas des stéroïdes qu'on a besoin, c'est un psychologue, rien d'autre. T'as raison. C'est puissant, du moins. Cette génération-là, pour vrai, là, cette jeunesse-là, on dit là, tout de suite, les réseaux sociaux font vraiment... Mais en fait, ils ont besoin de psychologues, mais c'est dévié de qu'est-ce que le gouvernement, les médias, que tout ce qu'ils vont pousser aussi à eux. C'est inimaginable ce qu'ils trouvent comme information sur les réseaux sociaux, et j'ai vu beaucoup de parents, et je dis pas que je suis mieux, là, mais j'ai vu beaucoup de parents là, dans cette génération-là qui abandonnent leurs enfants derrière leur téléphone. Prends ton téléphone, dérange-moi pas, puis on la paix, puis ils restent dans leur chambre là, continuellement, même dans l'espace du COVID, là, quand il y a eu la pandémie, là, hey, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Continuellement, c'était du grand n'importe quoi. C'est carrément abandonner le projet là, face à son enfant. T'sais, je veux dire, l'enfant, il va mettre de la pression à son parent, puis au final, le parent, il faut qu'il garde son bout, que son nom soit non. Il n'y a comme pas de bonne réponse. C'est juste, je pense, ça va prendre une adaptation, ça va prendre bien du temps avant qu'on réussisse simplement à trouver notre chemin là-dedans. Je pense que rendu là, on peut simplement dire soyez disciplinés, soyez responsables, consciencieux. Ça va simplement dépendre de vous. Parce qu'on a tous le même accès à toute cette information-là, puis on décide de bien l'utiliser. On a quand même l'intelligence, on a accès à ce que nous, on a comme information, aussi qu'est-ce qui fait du sens. Je pense que aussi, ça vient dans nous, comme on disait direct au début du podcast, que ça vient aussi de notre personne, notre personnalité, puis notre force de caractère. Tout à fait. Exactement. Puis je pense que la raison pourquoi moi je t'ai intéressé à partir un podcast, justement, c'est pour que les gens soient plus consciencieux de certains problèmes sociologiques qu'on peut avoir pré-COVID et post-COVID. Puis depuis justement ce qui est arrivé, depuis l'intelligence artificielle aussi, ce qui va s'empirer. Puis je sais qu'on ne va pas nécessairement se faire aimer par tout le monde, c'est pas ça le but, mais le but c'est de conscientiser le plus les gens possible là-dessus, sur à quel point qu'on a un changement de génération en génération. Et puis exactement, Alain, ce que tu as dit, pour vrai, je pense que c'est le meilleur point de la soirée, de la journée, c'est quand tu as expliqué que les parents, justement, ils donnent un iPad ou un téléphone tout de suite dans leur main de leur enfant pour qu'ils arrêtent de pleurer ou qu'ils arrêtent de chialer, puis tout ça. C'est tellement une façon, justement, génération micro-ondes, de régler un problème rapidement, mais qui va créer aussi un plus gros problème plus tard. Tout à fait. J'ai vu ça il y a quelque temps aussi. C'était un singe. Un singe auquel on avait donné un iPad. Puis déjà, il commençait à... Puis il était brillant. Il s'était créé des habitudes incroyables. Il était capable de faire fonctionner ça. Et puis, chaque fois qu'on lui enlevait son iPad, là, il se pitchait dans les murs, il se garochait à gauche. Qu'est-ce que ça fait sur nos enfants maintenant? Agressivité, des problèmes. Les gars, dans le fond, je suis vraiment content d'avoir fait ça aujourd'hui avec vous autres. Alain, je suis vraiment content de t'avoir reçu aujourd'hui. Grand merci. Tu es une personne extrêmement intelligente. Tu as l'air d'avoir bon cœur aussi. Oh, il va avoir un point à rajouter. Je vais juste répéter ce que je sais. Comme que je jasais plus tôt dans la journée avec Joël, c'est que souvent, mettons, il y a du monde qui vont avoir des opinions de moi, de Joël, ou peu importe, du monde qui vont s'exprimer, qui vont dire qu'est-ce qu'ils pensent. Au final, il y a une différence entre qu'est-ce qu'on pense, puis si on est une bonne personne ou non. Souvent, le monde va juger si on est une bonne personne ou non parce que qu'est-ce qu'on pense. Mais je trouve pas que la corrélation est exactement là. Moi, comment je le vois, c'est que si t'es respectueux ou whatever, t'sais, moi, peu importe qu'est-ce que tu penses dans la rue, là, je vais te respecter. S'il faut que je trouve la porte, je vais trouver la porte. Je veux dire, je vais regarder la personne. Je la connais pas, la personne, mais je vais l'ouvrir. Fait qu'au final,
On a des bonnes personnes dans la société. Alain, je sais qu'il est une excellente personne dans la société. Puis je trouve ça dommage quand le monde vienne juger à cause de qu'est-ce qu'on pense, si on est une bonne personne ou non. Tu peux juger qu'est-ce que je pense, si t'aimes ça ou si t'aimes pas. Si tu peux t'en rapprocher, si tu t'en rapproches pas. Si tu veux écouter le podcast, tu veux pas l'écouter. Mais au final, être respectueux puis être une bonne personne dans la vie, c'est aucunement lié. Ça, c'est mon opinion. Qu'est-ce que je t'ai dit, Alain, quand tu es rentré dans la porte tantôt? Tu te rappelles-tu? Non. J'ai dit, au Canada, en fait, en Amérique du Nord, on prône beaucoup la diversité des couleurs, la diversité des orientations sexuelles, la diversité des religions. Mais on ne promouvoit pas la diversité des façons de penser, la diversité des opinions. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas promu dans la société et qui est un problème. Tout à fait. Ça, c'est pour ça, justement, le monde s'offusque facilement. C'est quelque chose, c'est comme si vous voulez promouvoir la diversité, vous devez aussi promouvoir la diversité d'opinion, point final. Et pouvoir promouvoir la conversation. Ce qui n'a pas été fait pendant la COVID, on l'a vu, tout le monde en parle, à quel point qu'on essayait, juste avec Guillaume Lemaitre-Vierge, qu'on essayait de le censurer. Moindrement que tu as une opinion qui va contre le narratif, il n'y a pas de diversité là. Tout à fait. Puis j'aimerais closer ça. Écoute, il y a vraiment quelque chose que je veux faire parce que c'est rare que j'ai vu des bicep peaks comme ces bicep peaks. Je veux faire comme la scène dans Predator avec Arnold, là. On donne une serre puis qu'on... That's it! Et voilà. Sur ce, See you on the flip side. Sur ce, à la prochaine, au prochain dimanche. Alors, on va essayer d'en faire chaque dimanche, puis on va se voir la prochaine fois. Bye!